Donc on va pouvoir démarrer la table ronde avec 5 intervenants animés par Benjamin ici présent. Je voulais juste faire un tout petit hommage à un collègue de l'Unicamp qui nous a quittés précocement, c'est Eric Ossan, qui avait lui-même participé à 2 tables rondes. Donc Eric Ossan, il travaillait notamment pour l'espace EOI de l'Université de Caen. Il avait eu un accident, une amputation, et il faisait pas mal de vélo, course à pied. Et, voilà, était un sportif très engagé et qui venait parler de son parcours et de l'intérêt de la pratique sportive dans sa vie. Et voilà, il nous a quittés au mois de février. Je voulais faire un petit hommage pour Eric aujourd'hui. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents ce soir. Donc lors de cette table ronde, nous allons aborder le parasport de haut niveau et le parasport en général. Donc le parasport, il est de plus en plus représenté dans le paysage sportif. Au-delà du sportif, il représente de fortes valeurs, l'accessibilité, le dépassement de soi, la résilience et l'inclusion. Et donc les grandes compétitions européennes, elles ont permis de mettre en lumière leurs athlètes, leurs activités et leurs pratiques sportives. Mais tout de même, il reste beaucoup de choses à faire pour mieux faire connaître le parasport et ses enjeux. Et donc pour cette table ronde, elle sera l'occasion d'aborder plusieurs sujets, le parcours des sportifs, les défis qu'ils rencontrent et le parasport dans la société actuelle. Et donc pour enrichir cette discussion, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir 5 invités qui apporteront chacun leur regard et leur expérience auprès du sujet. Et donc je vais maintenant leur laisser l'occasion de se présenter et de présenter brièvement leur parcours. Donc je vais commencer par Monsieur Lacroix-Desmas. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer comment vous êtes arrivé dans le parasport, s'il vous plaît? Alors, me présenter, donc je m'appelle Benjamin Lacroix-Desmas, j'ai 46 ans. J'ai eu un accident quand j'avais 22 ans. J'avais à peu près votre âge, j'étais étudiant, je faisais pas mal la fête. Et après une soirée un peu trop arrosée, j'ai été happé par un train sur le quai d'une gare, à côté de Bordeaux où j'étais étudiant, en école de commerce. Et j'ai été amputé de la jambe gauche suite à cet accident. Et comme j'étais pas mal sportif avant, très rapidement, je me suis remis au sport. Et c'est vraiment le sport qui m'a permis de me relever et d'avancer et d'accepter ce handicap, d'accepter le regard des autres, d'accepter mon amputation. Et puis petit à petit, me remettre à la natation d'abord, et puis à la course à pied. Après, j'ai fait du triathlon, et puis le volley assis, qui est arrivé dans ma vie tardivement, puisque c'était en 2017. Quand on a su qu'on avait les Jeux à la maison, à Paris, la Fédé de volley a décidé de créer une équipe de volley assis, sachant que c'est un sport paralympique depuis 1980, et que c'est un sport qui existe depuis les années 60 à peu près, de 1960. Et donc on avait beaucoup de retard, donc ça a été un petit défi en 7 ans de monter une équipe de France, de trouver des athlètes en situation de handicap qui soient capables de se mettre à ce sport et de ne pas être trop ridicules pendant les Jeux de Paris. Et je pense qu'on a plutôt réussi l'aventure. Voilà, en tout cas, c'était une aventure extraordinaire à vivre. Voilà, petite présentation assez condensée. Et à côté de ça, je suis kiné dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc j'ai un boulot à côté, malheureusement. Je ne suis pas Kylian Mbappé. Je ne vis pas de mon sport, mais j'aimerais beaucoup vivre de mon sport. Ça serait la chose la plus extraordinaire. Mais malheureusement, dans le parasport, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vit de son sport dans le parasport. Merci beaucoup. Est-ce que le public aurait des questions à poser à Monsieur Lacroix-Desmas? Sinon, moi j'en ai. Je suis la personne un peu chiante. Donc, c'est peut-être pas mal que tu détailles un petit peu ton parcours sportif aussi, parce que tu l'as évoqué brièvement. Mais... Ouais. Déjà, j'ai été volleyeur quand j'étais valide. Donc ça m'a aidé, quand je me suis mis au volley assis, ça m'a aidé à intégrer l'équipe de France assez rapidement. Comme je disais, l'équipe elle était vraiment en construction et ils sont venus faire un stage au centre de Dougat en juillet 2017. Ça faisait 6 mois qu'ils avaient créé l'équipe, il y avait quelques joueurs. Et donc j'ai un ami d'enfance, Florian Foulquier, qui s'occupait du volley à Caen et qui connaissait le volley assis parce qu'il s'intéressait au handicap.
Et il m'a dit tu devrais essayer et tout. En plus, il y a l'équipe de France qui vient dans quelques mois à Oulgat. On essaie de créer un truc au club. Viens et on fera un match contre eux, quoi. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc juillet 2017, je suis allé faire un match contre cette nouvelle équipe de France avec le camp volleyball. Et à l'issue de ce match, l'entraîneur m'a proposé de venir faire un stage avec l'équipe de France. Je lui ai dit, écoute, je crois que ça va pas trop être possible, je viens d'être papa, je viens d'acheter une maison, je viens de monter mon cabinet de kiné, je bosse comme un malade, voilà. Il m'a dit, écoute, tu prends 3 jours de ta vie, tu viens essayer et puis tu verras, voilà. Et j'y suis allé en septembre 2017. Et depuis, j'ai fait tous les stages d'équipe de France jusqu'aux Jeux de Paris. Et ça continue encore, puisque je suis la semaine prochaine, nouveau stage équipe de France. Voilà, donc... Et voilà, ça c'était pour le volley assis. Après, pour le sport plus généralement, après mon accident, le plus facile, ça a été la natation. Reprendre la natation parce que tu n'as pas besoin de prothèse, tu plonges dans l'eau et tu es comme... Enfin voilà, c'est facile. Tu as juste besoin d'être cicatrisé et puis hop, tu peux nager, quoi. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien de reprendre la natation. Le plus dur, c'était le regard des gens parce que quand tu es au bord du bassin avec une patte en moins, les gens te regardent. Et puis quand il y a 1 ou 2 personnes qui sont venues me voir en me disant putain tu nages super bien, voilà, bah, ça fait du bien à mon petit ego et puis je me suis dit bon allez on s'en fout, voilà. Fais abstraction du regard des autres et puis et au contraire voilà, j'aime bien quand les gens viennent me parler, j'aime bien quand les gens viennent me demander ce qui m'est arrivé, ça crée du lien et voilà, les enfants ils sont spécialistes de ça et je trouve ça très bien. Souvent, c'est plutôt les adultes qui disent à l'enfant « laisse le monsieur ». Et, voilà. Et moi, j'aime bien dire aux gamins « mais non, mais t'as raison, viens me voir, allez, voilà, on va discuter. Je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé, je vais t'expliquer. Voilà. » Ça, c'est important, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce que le public a cette fois-ci une question ou pas du tout? C'est moi la personne chiante. Lilou, j'arrive de suite. Attends, il faut que vous parliez dans le micro. Bonjour, la seule question que j'ai, c'est comment vous arrivez à manier l'équipe de France, le volley et votre cabinet de kiné, etc. Genre comment vous arrivez à manier votre vie? C'est une excellente question, ça. C'est le plus difficile pour moi, c'est vraiment de tout concilier. Ma femme rêverait que j'arrête le volley assis, elle en a ras-le-bol, mais pour l'instant j'arrive pas à arrêter. Et bah, je m'organise, je fais des choix. Donc je fais des choix, c'est-à-dire que j'ai fait le choix aujourd'hui de venir vous voir alors que j'avais un entraînement cet après-midi et que j'avais de la prépa physique à faire. Et voilà, mais bah, voilà, je me suis dit ça vaut le coup de venir faire un petit atelier volley assis avant et puis venir à votre rencontre après. Voilà, je trouve ça intéressant. Je suis, comme beaucoup d'entre nous, je pense, je suis pas mal sollicité, donc c'est une question de choix en fait. Je jongle, je vais au boulot tous les matins, je fais prépa physique le midi, au boulot l'après-midi, entraînement de volley assis le soir. Et puis voilà, ça c'est quasiment tous les jours. Le week-end, je fais un peu de vélo pour me détendre et voilà. Et j'essaie d'avoir un peu de temps pour mes enfants aussi et pour mon épouse qui m'accompagne depuis 12 ans maintenant et qui vit cette aventure à mes côtés. Et si elle n'était pas là, je pense que ça aurait été difficile de le mener à bien. Donc voilà. C'est des questions de choix et de persuasion et, voilà. Et de motivation. Et c'est là-dedans que je m'éclate, donc je continue, quoi. Ouais. Question un peu bête, mais concernant votre... Vous m'entendez? Ah, ok. Question un peu bête, mais concernant votre prothèse, est-ce que vous avez eu le choix ou on vous a imposé un modèle particulier ou... Tu as à moitié le choix. C'est-à-dire que tu as des modèles qui sont remboursés par la sécurité sociale. Donc bah là, tu as le choix, voilà. Mais les meilleurs modèles, le top du top, c'est pas remboursé. Par exemple, si tu veux une lame pour courir, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça, c'est à tes frais. Sachant qu'une lame pour courir, alors maintenant, il y a des modèles un peu moins chers, mais en gros, ça oscille entre 1 500 et 4 000 euros. Juste la lame pour courir. Donc bah, si tu n'as pas la chance d'avoir un gentil sponsor, ou bah, faut débourser 1 500 ou jusqu'à 4 000 euros. Voilà, donc tu as à moitié le choix, tu vois. Si tu veux le top du top, moi j'avais un de mes coéquipiers en équipe de France qui était soldat, qui avait été blessé au combat, qui était amputé des 2 jambes au niveau des cuisses. Et il avait 2 prothèses, chaque prothèse coûtait 120 000 euros. Donc ça, c'est pas remboursé par la Sécu. C'est juste parce qu'il était blessé au combat, donc c'est la Sécu de l'armée qui finance ça à ses soldats blessés, évidemment. Mais voilà, quand tu as 2 jambes, quand tu as 240 000 euros de jambes,
la Sécu, elle ne prend pas en charge malheureusement. Et ça fait la différence, hein, parce que c'est des joues électroniques, voilà. Tout le monde n'a pas la chance, tous les amputés fémoraux en tout cas n'ont pas la chance d'avoir ce matériel-là. Mais bon, en France, on n'a pas trop non plus, enfin voilà, faut pas trop se plaindre non plus. Moi j'ai beaucoup voyagé, quand tu vas dans d'autres pays, ils sont pas si bien. Tu vas en Inde, c'est des bouts de bois et du cuir, comme nous il y a 80 ans. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser à Monsieur Lacroix-Desmas? Monsieur Collière. Oui, pardon. Moi, Benjamin, j'ai une question. Tu évoquais là tout à l'heure le fait que tu étais sportif, hein, finalement, dans plusieurs disciplines. Je crois maintenant, là je parle sous couvert de Mathilde, qui est la spécialiste des sports paralympiques, mais qui a des programmes pour un peu détecter les potentiels et orienter les athlètes vers une discipline en particulier. Est-ce que ça a été ton cas dans le choix du volley assis, ou est-ce que c'est un choix que tu as fait par connaissance, amitié, comment le choix de ta discipline et ton intégration en équipe de France s'est produit, quel a été le processus en fait? Alors moi, c'est vraiment une question d'amitié. C'est vraiment cette amitié avec Florian Foulquier dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui m'a incité, qui m'a mis le pied à l'étrier, si j'ose dire, au volley assis. Malheureusement, à mon époque, le programme de la relève, que tu mentionnes peut-être, n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un programme qui s'appelle la relève, qui a été mis en place, je crois, par le CPSF. Ils ont plusieurs dates dans l'année où ils invitent toutes les personnes en situation de handicap à venir tester des disciplines parasportives et à aiguiller ensuite ces personnes vers telle ou telle discipline. Et nous, en équipe de France, on a plusieurs joueurs qui ont été recrutés, entre guillemets, grâce à cette journée de la relève. Et voilà, heureusement que ça y est, j'aurais rêvé qu'il y ait ça un peu plus tôt, et je pense que ça a été monté dans la perspective des Jeux de Paris, et ça continue aujourd'hui, donc ça c'est une des bonnes choses quand même, ça continue. Et c'est vrai que c'est un super programme, quoi. C'est surtout quasiment tout le territoire, dans toutes les grandes villes, chaque année ils font des journées comme ça où ils invitent tous les personnes en situation de handicap à venir tester, donc ouais, ça c'est vraiment un super programme. Ouais. Est-ce qu'une autre personne aurait une question à poser à Monsieur Desmas? Non? Moi, j'en ai une. Qu'est-ce que le sport vous a apporté dans votre vie personnelle, tout simplement? Beaucoup de choses. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'acceptation du regard des autres. C'est le volley assis, tu joues assis par terre, tu enlèves ta prothèse, donc tu joues vraiment comme tu es, quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas d'artifice, tu ne te caches pas derrière je ne sais pas quoi, mais... Donc, et moi, me retrouver assis, les fesses par terre, avec d'autres coéquipiers qui parfois, comme Cooper, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a 2 jambes en moins au niveau fémoral, voilà, tu te dis, bon, en fait, petit 1, je ne suis pas tout seul, petit 2, il y a pire que moi, et voilà. Et donc, ça aide à aller de l'avant, et surtout, tu t'éclates, quoi. C'est-à-dire que c'est du sport, quoi. C'est comme n'importe quel sport valide, ou voilà, c'est des émotions de dingue, dans les défaites comme dans les victoires, tu vis des émotions hors du commun, quoi. J'aimerais que tout le monde puisse vivre ça, que ce soit dans le sport, ou je pense que tu peux retrouver ça dans l'art, dans plein d'autres disciplines, mais en tout cas, moi, le sport, c'est ça que ça me procure. C'est des émotions tellement fortes que voilà, j'ai pas envie d'arrêter, aux grandes dames de mon épouse. Merci beaucoup. Est-ce que ton épouse pratique du sport? Alors oui, un petit peu, mais voilà, en mode complètement loisir, pour son hygiène de vie, voilà, mais ouais, elle pratique. Mais, donc elle a l'âme un peu sportive quand même? Un petit peu, ouais, mais beaucoup moins que mes garçons, qui sont aussi pas mal au taquet sur le volley. Et donc ça parle beaucoup volley à la maison, donc voilà, elle en a un peu ras-le-bol du volley, et donc on essaie de parler d'autres choses. Et oui, mais elle fait du sport, alors elle essaie de faire ça entre midi et 2. Il y a du sport en entreprise, des choses comme ça, elle fait ça. Ouais. Parfait. Une autre question? Du coup, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait natation, course à pied, vélo. Et du coup, est-ce que vous avez fait aussi, ou vous faites toujours un peu de triathlon? Et si oui, comment ça se passe pour le changement de prothèse entre les disciplines et pour adapter sur le vélo, par Je ne exemple? fais plus de triathlon, malheureusement, parce que j'adorais ça, mais j'arrive plus à courir. En fait, dès que je cours, j'ai mal au dos 2 heures après. Sur le moment, j'ai pas mal, mais 2 heures après, j'ai très mal au dos.
Et du coup, j'ai arrêté de courir. Voilà, ça a été une frustration, mais je me suis dit que c'était mieux quand même pour préserver mon petit corps. Et du coup, je continue à faire du vélo et à nager, parce que j'adore ça. Mais c'est plus en mode détente avec les copains, on va rouler le week-end. Voilà, c'est plutôt ça, quoi. Vélo de route en mode plaisir. Et pour les changements de prothèse, tu sors de l'eau, en général, il y a sur la plage, souvent quand c'est un triathlon, c'est souvent à la plage ou au bord d'un lac. En général, il y a ta prothèse qui t'attend juste quand tu sors de l'eau. Tu chausses ta prothèse, alors en général, maintenant, on met la lame directement. Tu cours sur la plage, tu remontes dans le parc à vélo et tu mets ta lame. On a fabriqué une cale sur le vélo, une cale automatique où ma lame elle rentre direct sur la pédale. Et en fait, tu fais tout le vélo avec la lame avec laquelle tu cours après, comme ça tu perds moins de temps en transition. C'est tout bon. Merci beaucoup pour vos, je sais plus comment dire. Témoignage. Pour votre témoignage, merci. Je t'en prie. Et maintenant, Avec je vais laisser plaisir. place à Monsieur Davy de se présenter et le rapport avec le parasport. Alors donc moi c'est Wilfried Davy, je suis d'abord bénévole au comité régional handisport Normandie ainsi qu'au comité départemental du Calvados depuis à peu près 10 ans pour le comité régional et depuis qu'on a remonté le comité départemental il y a 3-4 ans maintenant. Et pour le coup, moi je suis venu, donc ma spécialité c'est le basket fauteuil. Et je suis venu, j'en suis arrivé au basket fauteuil tout simplement parce que à l'époque, quand j'étais en établissement, quand j'étais plus jeune, pour ne pas le citer à l'IUM d'Hérouville, la plupart des joueurs de l'équipe et des jeunes de l'équipe étaient des jeunes de l'IUM d'Hérouville. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le basket. Où moi, quand je suis arrivé sur Caen, je sortais d'une lourde opération au niveau des jambes, puisqu'il faut savoir que donc moi mon handicap c'est un handicap de naissance suite à une erreur médicale. Donc il y a eu l'intervention qui devait normalement améliorer la marche et potentiellement mes capacités à pouvoir être debout. Autant vous dire que ça a légèrement pas fonctionné. Mais bon, on le vit très bien comme ça. Et donc, au sortir de ça, un jour, je suis allé à un entraînement de basket fauteuil à Caen. Donc à l'époque, j'ai 13 ans. Et au bout de 2 mois, l'entraîneur me propose de partir en championnat. Et forcément, étant ado, on a tous envie de connaître la compétition et de découvrir ce que c'est. Et donc du coup, j'ai dit oui. Et maintenant, ça fait pratiquement 19 ans que je fais du basket fauteuil. Alors, pour faire du basket fauteuil, il faut pas habiter en Normandie. C'est un problème. Puisque nous, le basket fauteuil, on n'arrive pas du tout à le développer en Normandie. On régresse plutôt qu'on progresse. Et actuellement, il n'y a que 2 clubs qui fonctionnent en Normandie. Donc Caen en loisir et on survit plutôt qu'on vit. Et Équeurdreville dans la Manche, où eux sont rattachés au club de l'UST Équeurdreville et avec une section handi. Et donc eux ils sont en compétition depuis la section, elle a dû être créée il y a 7-8 ans maintenant peut-être. Voilà. Et eux c'est pareil, c'est compliqué. La plupart des joueurs ne viennent pas de Cherbourg. Il y en a qui viennent du Mans, d'Alençon, de Lisieux. Moi je venais de Caen. Donc je l'ai fait quelques années quand on a arrêté à Caen, mais j'ai très vite arrêté parce que les allers-retours incessants, ça va 5 minutes, surtout si c'est pour prendre des déculottés tous les week-ends. Donc voilà un peu mon parcours sportif entre guillemets. Et puis il y en a beaucoup qui me connaissent ici puisque j'interviens chaque année à l'UFR
pour les L2 et les L3 en basket fauteuil pour quelques cours. Et on fait avec mon collègue du comité régional handisport des initiations au parcours fauteuil pour apprendre le maniement et les déplacements à l'extérieur. Et lui gère la partie déficience visuelle avec les cannes et les masques pour que voilà, vous puissiez être formé par rapport à ça. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'interviens à l'UFR avec Pascal en grosse partie. Voilà pour le parcours. Est-ce qu'une personne du public aurait une question à poser à Monsieur Davy? Madame. Pendant que les autres cogitent, on va dire, une petite question. Moi, je voulais savoir, parce qu'on parle pas mal avec Will de la problématique du développement du basket fauteuil qui est en plus en train de dépérir qu'autre chose. Et en fait, est-ce que toi, tu as des pistes, enfin, tu as des idées qui pourraient peut-être amener les élus, les dirigeants, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que tu as des idées, des pistes, des données qui pourraient peut-être booster un petit peu la promotion et le développement du basket fauteuil pour que ça reprenne un peu d'élan, quoi? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, donc il y a une quinzaine d'années, quand le camp basket handisport était en compétition, on était soutenu par la ville de Caen. Il y avait, on avait tout ce qui était aide financière, soutien, sponsor, voilà. Quand on a arrêté la compétition, puisque plus assez de joueurs, à l'époque, l'équipe de France de hand vient d'être championne du monde, ce qui a amené énormément de monde à la pratique du hand valide et fauteuil. Et nous, on s'est retrouvés avec très peu de joueurs. Et là, la ville de Caen nous a dit clairement, vous nous rapportez plus rien. Vous êtes un tout petit club. Et donc, on a besoin de votre créneau. Donc, on va légèrement vous virer, entre guillemets. Et c'est de là que ça a commencé à être compliqué. Et puis, il y a la problématique aussi de notre vivier en handisport, qui est clairement quand même beaucoup moins important que le sport adapté, où surtout en sport co, on a énormément de mal à recruter du monde. On a pendant longtemps relancé les réseaux sociaux. Avant, le coach qui est aussi le président et le fondateur du club, lui, il avait la voiture, donc il pouvait se déplacer dans les établissements. Moi, j'ai pas la voiture et clairement, je n'ai pas son aura et je suis beaucoup moins écouté que quand lui le faisait à l'époque. Et puis, je pense aussi que c'est une question réellement de région, puisqu'on sait que dans certaines régions comme l'Île-de-France, la région Nord ou même la Bretagne, le basket fauteuil fonctionne très bien. Nous, en Normandie, ça ne fonctionne pas et j'ai même pas réellement d'explication à part le vivier ou tout simplement que on est peut-être aussi dans un creux par rapport au public que nous on peut toucher au basket ou par exemple dans les établissements médico-sociaux dont je faisais partie et c'était là qu'on allait chercher nos joueurs pour la plupart. Maintenant, ce n'est plus du tout le même public. Les handicaps sont plus lourds et plus importants et donc beaucoup moins de capacité de pouvoir réellement jouer au basket. Donc un condensé de tout ça et c'est compliqué. Et surtout avec un club qui n'a pas beaucoup de moyens, il faudrait pratiquement qu'on refasse la flotte complète de nos fauteuils parce que nous au club on a des fauteuils qui ont
20-30 ans. Donc voilà, et on n'a aucune capacité de pouvoir en financer de nouveau. Donc bon, voilà un peu la problématique. Oui, le parasport est une question pour beaucoup de personnes et beaucoup de politiques dans le texte. Après, dans les faits, c'est autre chose. Donc voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'une d'entre vous, Lilou, vous avez levé la main pour une question? Pas du tout. Non? Eh bien, je viens de suite. Bonjour, c'était pour savoir à quel niveau tu jouais quand tu étais jeune, c'était au championnat de France, j'ai pas tout entendu. À quel niveau, et aujourd'hui si tu aimerais bien faire le basket, par exemple si la région était assez développée, à quel niveau tu aimerais bien jouer ou à quel niveau tu joues actuellement? Alors moi je suis jamais monté très haut, je suis resté en National 3 puisque à l'époque quand moi j'ai commencé, alors quand on venait de descendre de National 1, mais j'ai très peu connu la National 2, j'ai commencé vraiment en National 3 et Équeurdreville était, quand la section a été créée du coup, a commencé en National 3 puisque c'est le plus petit niveau qui existe. J'ai arrêté maintenant il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. J'ai joué en compétition pendant 7-8 ans à Caen et à Équeurdreville. J'ai arrêté quand je me suis blessé, quand on m'a annoncé que si je n'arrêtais pas, je me retrouvais en électrique et que j'aurais plus d'autres possibilités. Donc autant vous dire que le fauteuil électrique, c'est même pas la peine. Je ne veux pas en entendre parler. Donc j'ai préféré arrêter la pratique et continuer en loisir ou dans le fait de pouvoir voilà, partager des moments avec des gens et pouvoir donner un peu de ce que je connais du basket fauteuil. Maintenant, au vu de comment ça se passe dans la région, je n'ai plus du tout envie de jouer au basket en compétition. J'ai perdu cet amour-là du basket. Donc c'est vrai que je me pose plus la question et je ne déménagerai pas pour reprendre la compétition par exemple. Donc je pense que la compétition maintenant c'est derrière moi. Et puis en plus de ça, physiquement j'ai pris un peu cher. Donc il faudrait quand même pas mal de boulot pour reprendre une bonne condition et pouvoir être performant. Parce que si c'est pour aller faire des matchs, mais ne pas être en capacité de pouvoir réellement aider l'équipe, c'est même pas la peine. Donc voilà. Madame Jacques. Non, vous avez... Ah oui, j'ai le... Par rapport à ce développement, je voulais te demander, est-ce que dans le basket fauteuil que je connais peu, sur les championnats régionaux, alors on a compris qu'a priori il n'y en avait pas, mais nationaux, les équipes elles peuvent être composées d'athlètes dits ordinaires, valides sur des fauteuils évidemment, et de parasportifs. Et est-ce qu'il y a des règles là-dessus? À notre niveau en National 3, les valides sont autorisés à raison de 2 valides sur la feuille de match et ils n'ont pas le droit d'être en même temps sur le terrain. Puisqu'en fait, on a un système de points, on doit être à 15,5 en termes de points. Ça, c'est les classifications qui sont faites. On a des cartes de classification qui sont faites. Voilà, on passe devant une commission et un valide va compter 5 points. Voilà. Et moi, par exemple, qui suis paralysé cérébral, je suis 2 points. Voilà. Et donc après, c'est le calcul qu'il faut faire pour si on dépasse, on n'est pas bon. Et donc, à notre niveau, c'est autorisé. Aussi, à notre niveau à nous, les équipes peuvent être mixtes. Oui. Voilà. Et ça, c'est autorisé. Et les femmes ont un abattement de points de 0,5. Donc voilà,
c'est un avantage, puisque du coup, ça permettrait peut-être d'avoir une personne avec un handicap moins lourd et potentiellement avec des capacités importantes quand même, parce qu'il y a des valides qui sont très très bons au basket fauteuil. Comme il y a des parasportifs qui sont très très bons au basket fauteuil. Donc ça, c'est autorisé. Après, plus on monte de niveau, et ces droits-là s'arrêtent, puisque en National 1 et à l'international, ça c'est pas autorisé. Et sur le terrain en international, il y a le droit qu'à 14 points en termes de classification. Donc là, c'est déjà beaucoup plus compliqué de rajouter des valides. Merci pour votre témoignage. Une dernière question. Je ne vous ai pas vu. J'allais passer à la suite. Moi, j'avais une question par rapport aux classifications. Est-ce que c'est déterminé par une commission, par exemple? Enfin, est-ce que chaque joueur a une classification déterminée en début de saison et ça change à chaque saison? Ou est-ce qu'on garde la même classification tout au long de sa carrière sportive, entre guillemets? Enfin, avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que quand on arrive dans un club, on passe forcément devant une commission, devant un médecin qui, lui, va nous évaluer et va nous classifier. Et si le handicap n'est pas évolutif, s'il n'y a pas d'évolution au cours de la carrière sportive, on va garder notre classification. Après, si jamais il y a évolution, on repasse devant un médecin et il y a le changement de classification. Voilà, donc généralement ça se fait relativement vite et bien. Moi, j'ai dû la refaire par contre quand j'ai changé de club. Voilà, au moment de changer de club, j'ai dû quand même repasser devant un médecin parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de compétition. Et voilà, pour vérifier que ma dotation et ma note n'a pas changé. Je suis resté 2 points tout le long de ma carrière sportive. Merci pour votre témoignage, Monsieur Davy. Maintenant, nous allons passer sur Monsieur Pichon. Donc, pouvez-vous nous expliquer votre parcours sportif? Oui, alors moi c'est Alain déjà, donc voilà, c'est possible. Monsieur, et j'aimerais savoir quelle est la personne qui m'a téléphoné. C'est vous, non? C'est moi. D'accord, ok, d'accord. Non, mais ça. que je situe bien, parce que je suis ici grâce à, voilà, en partie son tonton, c'est ça? Exactement. Voilà, donc voilà. Donc pour lequel j'ai beaucoup d'affinités. Voilà. Et donc mon parcours sportif, donc maladie de naissance. Je suis hémophile, donc ça touche les articulations. Tu dois connaître. Ça touche les articulations. Donc mes articulations, quand je suis né, ça allait à peu près. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas les traitements qu'il y a maintenant. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu dégradé. Donc c'est pour ça il y a des classifications. Et moi, je vais vous expliquer, j'ai changé de classification. Donc jusqu'à l'âge de... Pas le droit de faire le sport, pour ainsi dire, enfin les sports violents. Donc on m'a conseillé le tennis de table et ça a matché. Mon premier entraîneur, c'est un directeur de l'UFR STAPS, Alain Médot. Vous n'avez pas connu, bien évidemment. Si, Alain Médot, voilà, mon premier entraîneur. Après, j'ai eu Hervé Delille. Hervé Delille, mon deuxième entraîneur, UFR STAPS. Donc j'étais collé à l'UFR STAPS. Et puis, ça allait plutôt bien. Et donc là, je joue en valide. Et puis, je joue en National 2. J'ai joué en National 2 en valide en tennis de table. Et puis, ça allait très, très bien. Et j'ai dû subir une intervention arthrodèse à une cheville. Donc, on m'a bloqué la cheville parce que j'ai eu des hémorragies dans ma cheville. Et là, donc, je continue à jouer en valide. Ça ne me posait pas trop de problèmes. Mais on m'a dit, tu peux intégrer la Fédération française handisport. Mais j'y croyais pas parce que je ne me considérais pas du tout comme handicapé. Et puis, j'ai passé le testing. Donc, on m'a mis dans la classe la moins, entre guillemets, touchée. La moins touchée. Et puis, quand je suis arrivé dans le gymnase, comme je ne me considérais pas comme handicapé, je me suis dit, je vais repartir parce que ça ne va pas, parce que je n'arrivais plus à jouer. Et puis, quand j'ai vu la hargne qui se développait au niveau de la table, parce que je pense que
enfin moi c'est mon sentiment, en handisport il y a une arme qui est décuplée au bout de la table, enfin quel que soit le sport, on va beaucoup plus loin qu'un valide ne pourra aller pour moi. Pour moi, parce qu'on ne lâchera jamais un point. Alors là, j'étais dans mon domaine, je me suis dit, bon, voilà, on va se battre. Hein. Et puis je suis resté, puis voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc je continue à jouer en valide, donc en handisport, donc c'était tous les week-ends, bien évidemment. Et puis j'ai commencé les compétitions pour arriver à Barcelone en 92, donc j'ai fait les JO de Barcelone. Ça a bien, enfin j'ai eu une médaille. Alors j'ai apporté mes médailles là, si vous voulez les voir après. Donc après Barcelone, j'ai fait Atlanta. Après Atlanta, donc qu'est-ce qu'il y a eu après? Il y a eu Sydney, Athènes et Pékin. Et je me suis arrêté à Pékin. Mais entre-temps, mon handicap s'est un petit peu dégradé. Donc j'ai changé de classe d'handicap. Donc quand on change de classe d'handicap, évidemment, ça devient plus facile. Mais comme notre handicap est plus important, enfin c'est à peu près la même chose. Mais enfin, j'étais déjà parmi les meilleurs à la classe supérieure, mais comme le médecin m'a dit il faut changer de classe d'handicap, donc je l'ai écouté, j'étais plutôt content. Enfin content, pas de changer de classe d'handicap, mais d'accrocher des joueurs qui étaient peut-être un peu moins bons, donc ça marchait pas mal. Et donc ça a bien marché jusqu'à Pékin. Et à Pékin, je suis passé devant le principal médecin international. Il m'a dit là, il faut changer de classe d'handicap pour Londres, parce que là, ça va plus du tout. Je dis ok. Et il y a un pays qui a porté réclamation contre moi en disant que mon handicap, je devais changer de classe d'handicap, mais vu les succès que j'avais pu avoir avant, donc ils portaient réclamation. Et je n'étais pas sur une compétition sur laquelle ils ont porté réclamation, et c'est eux qui ont obtenu gain de cause. Alors là, je me suis dit, là c'est un petit peu fort quand même, et la Fédération française handisport ne m'a pas du tout défendu. Pas du tout défendu. Parce qu'il y avait un médecin, la Fédération française handisport, et ça je peux en attester, qui ne connaissait pas bien mon handicap. Parce que pour jouer au tennis de table, quand on a un problème au niveau d'un coude qui tient la raquette, ça compte quand même pour un certain nombre. Et il n'avait pas vu que j'avais un handicap au niveau du coude en plus des jambes. Donc évidemment, je me suis dit j'arrête. Sinon j'aurais pu aller à Londres. Ça m'aurait fait plaisir d'aller à Londres parce qu'il paraît que c'était super. Peut-être aussi bien qu'à Paris, je ne sais pas. Pareil qu'à Paris, c'était super. Voilà. Donc j'ai remporté 7 médailles paralympiques sur ces 5 jeux. Donc 1 d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Et voilà, donc j'ai été 3 fois champion du monde et 4 fois champion d'Europe. Donc j'étais malgré tout assez content. Et puis voilà. Donc c'est un petit peu mon parcours. Et quand je jouais en valide, je tirais la bourre à son tonton, qui jouait également donc, au même niveau que moi. Donc il jouait à l'époque à Saint-Pierre-sur-Dive. On se tirait la bourre. Et là, donc, je n'ai pas porté la flamme. Enfin bref, j'en ai parlé tout à l'heure, donc à Caen ni à Trouville, parce que le département du Calvados ne me connaissait pas. Donc là, j'étais un petit peu surpris quand même. Un petit peu surpris. Donc je n'ai pas eu l'honneur de porter la flamme donc, à Caen. Donc pour la flamme olympique, mais il y avait également des athlètes paralympiques. Parmi les athlètes paralympiques, il y en a qui portaient la flamme à Caen parce que, dont une athlète qui avait épousé un Canet. Donc là j'en ai pris gros, donc sincèrement j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que j'ai dit que c'était une injustice totale. Et puis après il s'est passé un tas de choses. D'autant plus que je suis né à Vire, donc Guy Degraine qui confectionnait la flamme. C'est Guy Degraine qui a fait la flamme olympique et paralympique. Donc je suis né à Vire, donc j'ai téléphoné chez... Mais ils m'ont dit, mais c'est un scandale. Le père de Michel Drucker qui m'a mis au monde à Vire, ah ben tout coïncidait, hein. Tout était aligné, mais enfin ils ne me connaissaient pas. Mais j'ai porté la flamme le jour de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques à Paris, parce que la Fédération française me connaissait, et puis ils avaient choisi 8 athlètes de l'histoire du handisport, et j'étais dedans. Mais pour vous dire, j'ai dit oui à Paris, mais oui à contre-cœur pratiquement, parce que j'aurais préféré 100 fois la porter ici, quoi. Enfin bref, donc ça c'était... Donc on ne connaissait pas, donc quand j'ai dit... Alors tous les ans j'étais invité pour remettre les diplômes aux sportifs, j'étais honoré à la mairie, enfin un petit peu partout, quoi. Et puis voilà, donc on ne me connaissait pas. Voilà. Mais je ne dirai pas après ce qu'on a pu me dire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc là c'était un peu plus violent. Donc voilà mon parcours sportif. Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir une convention de sportifs de haut niveau parce que mes résultats n'étaient pas mauvais. Puis à l'époque, donc EDF,
donc m'a permis d'avoir une convention sportive de haut niveau. Donc ils avaient accordé la convention à 10 sportifs de haut niveau handicapés, 10 sportifs de haut niveau valides. Et parmi les valides, donc on a créé l'équipe de sportifs de haut niveau à Athènes en 2001 avec Tony Estanguet. Voilà, donc je connais pas mal. donc je lui en avais parlé par rapport à la flamme. Mais ça s'est produit dans d'autres régions également, donc il y a eu des scandales. Et enfin voilà. Et puis, depuis, j'ai arrêté la compétition. Maintenant, je suis à 100% EDF. Donc, je suis chargé de porter la politique solidarité du groupe. Et donc, d'être en contact avec les associations, d'être en contact avec les CCS, avec les CCS, avec monsieur le maire. Et puis voilà, donc voilà, tous les jours, donc je monte des conventions solidarité pour aider les personnes qui sont en difficulté, pour payer leurs factures et puis pour essayer d'avoir des aides. Donc on monte des conventions, donc voilà, donc je suis tous les jours sur le terrain et ça me plaît plutôt bien. Voilà, et je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me rappelle des sacrés souvenirs parce que je venais à Alain Médot, donc premier, c'était pas facile, hein, pas facile. Premier entraîneur, voilà. Et voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait une question à poser à Monsieur Pichon? Sinon, moi, à chaque fois je regarde. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il en est de votre pratique actuelle sportive? C'est la 3e mi-temps maintenant. Donc, alors, pour rien, je te tutoie, hein. On peut se tutoyer, pour rien te cacher. Donc maintenant, ça me fait trop mal quand je m'entraîne, parce qu'avant on s'entraînait. Alors le problème c'est qu'avant on s'entraînait, quand on faisait des stages, c'était un par mois, mais c'était une ranking list, un classement mondial. Donc on était obligé de faire, comme au tennis, de faire des compétitions. Donc tu étais à New York, 15 jours après tu étais en Chine et compagnie. Donc au bout d'un moment ça va, quand tu as une vie de famille après, ça va déjà moins bien, quoi. Quand je suis parti en Chine, dernier JO, pendant 2 mois pratiquement avec les stages et tout, donc je n'ai pas vu le plus petit pendant 2 mois, qui ne m'a pas parlé au téléphone. Quand je suis revenu donc avec la médaille de bronze, il était chez la nounou, il était à 10 mètres de moi, et il m'a regardé, les larmes lui coulaient. C'était dur, hein. C'était dur, et puis là j'ai dit, il faut arrêter. Donc maintenant, quand on me demande de donner un coup de main au club, parce que je suis à Ouistreham, et là justement on va monter une bonne section d'e-sport, et donc je leur donne un coup de main parce que j'ai encore un petit peu le toucher de balle, quoi. Enfin, j'en ai tellement fait, c'est normal, hein. Et donc, et puis après, automatiquement, il faut qu'il y ait un petit repas quand même. Donc voilà, donc maintenant, c'est plus pour être avec les copains, et puis voilà, mais non, je ne veux plus me faire mal maintenant, comme je me suis fait mal, parce qu'avant, c'était 5-6 heures par jour. Quand mon collègue, il était amputé, il avait donc une prothèse. Le moignon, le soir, était tout rouge. Après l'entraînement, il me balançait la prothèse dans la chambre, le moignon était rouge. Il fallait repartir le lendemain matin quand même, remettre la prothèse, c'était pas franchement facile, quoi. Donc il avait un espèce de petit bas là. Et puis voilà, donc ça, c'est des souvenirs, quoi, mais c'est dur, hein, 6 heures debout, tennis de table, parce qu'on s'entraînait beaucoup. Et puis c'est ce qui a fait qu'on a réussi, mais enfin... L'articulation, d'autant plus que moi j'ai une arthrodèse de cheville, l'autre genou je n'ai plus de cartilage, donc les os sont un petit peu comme ça. Donc à la fin pour repartir, mais même là quand je suis assis une demi-heure pour repartir, il me faut un petit moment quand même, quoi. Donc voilà, donc chaque chose en son temps. Et puis voilà. Puis j'aime bien regarder le sport à la télé. Et puis voilà, donc voilà. Oui. Parfait. Madame Lecomte a une question également à vous poser. Justement, c'est un peu en lien avec ce que vous venez d'évoquer. C'était les répercussions de votre situation de handicap sur votre pratique. C'était en termes de douleur, de fatigue, C'était quoi les conséquences en fait? Les conséquences, c'était que quand on arrivait le soir dans la chambre, on ne pouvait plus trop marcher. Il fallait repartir le lendemain. Mais le problème, c'est que moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir des traitements qui ont fait que l'hémophilie, donc c'est quand même... stabilisé, et donc je me perfusais avant chaque stage, donc pour éviter qu'il y ait un saignement dans une articulation. Donc ça me permettait d'en faire c'était un peu une prophylaxie que je faisais
ne faisais pas qu'une fois. Et donc le professeur du CHU m'avait dit, il vaut mieux faire comme ça, parce que sinon, si l'hémorragie elle se déclenche en compétition, parce que moi, du jour au lendemain, dans la nuit, l'hémorragie peut se déclencher, je ne peux plus poser le pied le lendemain. Je suis obligé, donc là j'étais obligé d'être en prophylaxie. Donc il m'avait dit que c'était plutôt bien. Et puis voilà. Mais alors, évidemment, donc on se faisait mal, mais on était content, on était bien. Puis les résultats étaient là, donc vivre ce que j'ai vécu par rapport aux résultats. Donc, enfin voilà quoi. Justement, j'ai envoyé une photo. Là. C'est pas celle-ci, c'est pas la mieux. J'ai envoyé une photo. J'avais été champion du monde à Taïwan. Et puis le jour, je sais pas, mon entraîneur m'avait dit tu vas gagner le championnat du monde. Alors j'étais pas du tout favori là cette fois-ci. Et puis les tours après tour, et puis j'arrive en finale, et puis contre un Taïwanais, et puis je mets 2-7 partout, balle de match dans le troisième, je mets la balle dans les bâches, il revient 2-7 partout. Puis là je l'emmenais pas large, mais je me suis dit, il doit avoir autant peur que toi. Finalement, il y avait 5-6 000 personnes à crier, on s'entendait plus. Puis il y a une vingtaine de Français. Et puis finalement, je réussis à gagner. Et puis le lendemain, ça c'est un super souvenir. Il y a 2 Taïwanaises qui arrivent, enfin pas par rapport aux Taïwanaises, mais elles me font ça. Je comprenais rien, elles me font ça. Je dis, c'est bien, oui. Et puis il y en a une qui me sort le journal, l'équivalent du journal L'Équipe, là-bas. J'ai envoyé la photo, je ne sais plus où elle est, enfin bref. Non, elle n'est pas là. Non. Là, c'est des photos que vous avez chopées, je ne sais pas où. Ah si, là-bas, c'était Vire. Enfin bref, journal L'Équipe. Et puis, je suis en première page du journal L'Équipe avec le Taïwanais que j'ai battu en finale. Donc, c'était plutôt... Donc, tout était mis en taïwanais. Et comme je m'entraînais à Mondeville avec les Chinoises qui étaient là à l'époque, notamment la ancienne numéro 12 mondiale qui était là, donc je m'entraînais avec elle m'a tout traduit et c'était plutôt sympa. Donc ça, c'était un super souvenir par contre. C'était un super souvenir. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. J'étais un peu fou. Hein. Non, mais c'est... Comment ? Si on sait dire le chinois. Alors là, je peux vous dire tout ce qui... Alors super, bravo Alain pour ce que tu as fait. C'est remarquable. Non, mais quand on nous sort ça d'un sac, je l'ai là, évidemment, le journal, mais ça fait... ils auraient pu mettre n'importe quoi, mais on me l'a traduit, je suppose que ce qui a été traduit. Non, mais donc voilà, donc c'est... Oui, j'y croyais pas trop, et puis mon papa était décédé peu de temps avant, en plus, donc un tas de... Voilà, enfin voilà. Voilà, et puis donc pour la pratique c'est ce que je disais, donc par rapport à la flamme, j'en ai reparlé, ça a été l'une de mes grandes désillusions, ça, donc voilà. C'est assez dur, donc j'en veux pas à ceux qui ont porté la flamme, hein. Enfin, j'en veux à la personne qui s'en occupait au niveau du département, qui n'a pas fait son job. Et ça, c'est une certitude. Alors après, on m'a dit qu'on n'avait pas remonté mon nom et tout, donc oui. On n'a pas remonté mon nom, mais on ne savait pas qu'il fallait remonter les noms, déjà, et d'une. Puis si quelqu'un a été 10 fois champion régional ou 10 fois champion de France, et puis on remonte son nom, donc c'est... bref, donc ça a été assez dur, et puis donc voilà. Une photo de Alain Pichon. Ah oui, ça c'était juste avant de porter la flamme à Paris. Et puis ils nous ont offert toi aussi tu as vu, non? Ouais, la même chose, donc voilà. Ils ont offert le centre de la flamme là, donc c'est un espèce un anneau, donc ils nous ont offert ça, donc c'était plutôt, puis avec la tenue, donc c'était plutôt le monde qu'il y avait. Donc c'est Madame maire de Paris qui n'y sera plus là bientôt, donc qui nous a reçus. Mais il y avait un monde, mais sécurité. Alors il n'y avait plus du tout de sécurité. Les policiers dansaient avec nous. Enfin bref, les gens nous touchaient. Le gars qui aurait eu. Non mais c'était la fête. Puis c'était dans le 15e à Paris. Puis après, donc ça, et puis après, tout le monde filait. Moi, je ne suis pas allé à la cérémonie de clôture. Moi, on m'a emmené au la fan zone, là, pas fan club, mais Club France. au Club France. Alors là, tous les volontaires qui avaient porté la flamme et qui avaient travaillé, donc la plupart se retrouvaient là-bas. Alors là, la moitié était bourrée. Non, mais ils faisaient la fête. Enfin, c'était une fête terrible. Alors, on voyait la cérémonie sur grand écran. Le mec, il ne la voyait pas de trop. Puis j'ai fini à l'INSEP, quoi, donc voilà. Donc c'était plutôt sympa, aussi bien que d'aller à la cérémonie de... Là, on la voyait sur écran, et puis en plus, l'ambiance des jeunes, il y en a qui arrivent, qu'est-ce que tu fais là, toi?
Il me dit, moi je dis, on m'a invité. Non, je me rappelle, c'était marrant, quoi. C'était marrant, ouais, c'était marrant. Donc voilà. Donc, et pour ceux qui veulent voir, donc j'ai les médailles. Par contre, il faut que je les rende à Super U avant. Parce que c'est ce qu'on m'a dit également. Donc, pour revenir à la responsable, je lui en veux, du département. Elle me dit, ce sont vos médailles. Non, je les ai volées. Enfin, voilà. Non, là. Oui, moi Alain, j'ai une question. Tu fais partie des références en fait dans ta discipline en paratennis de table. Tu as quand même connu plusieurs Olympiades. Ouais. Comment tu as vécu l'évolution en termes d'entraînement, d'accompagnement, je suppose, peut-être pas. Oui, il y a eu oui. des évolutions entre 92 et 2000, c'est ça? Ouais. Et voilà, qu'est-ce que tu as connu en termes d'entraînement, de prise en charge et d'accompagnement, et ce que tu en sais aujourd'hui pour des athlètes en paratennis de table qui sont sur les équipes de France? J'imagine que les choses ont évolué. C'est un peu ton regard sur ça. Pour moi, sincèrement, je trouve pas qu'il y ait eu d'évolution. Alors, pour moi, je trouve pas qu'il y ait eu d'évolution. Je pense qu'à l'époque, donc, on était aussi bon que maintenant. Les joueurs étaient aussi bons que maintenant. Donc maintenant, il y a des joueurs qui sont peut-être un peu meilleurs, mais au niveau classification, lorsqu'on voit la finale des Jeux paralympiques, celui qui ne s'y connaît pas, il croit que c'est la finale olympique. Après, donc il y a de plus en plus de personnes handicapées, mais de plus en plus de personnes handicapées, moins handicapées. Ça, c'est certain. Donc au niveau tennis de table, évidemment, il y en a. Le numéro 1 mondial, par exemple, c'est un Polonais. Il est numéro 100 mondial valide. Donc, quand on est vraiment handicapé, on ne peut pas être 100 mondial valide. Ça, c'est pas possible. Déjà, donc voilà. Donc ça, j'ai remarqué déjà, ça s'est ouvert beaucoup plus aux personnes. Alors, on rigolait, on disait, oui, il a un ongle incarné. Enfin bref, on disait ça. Mais on n'en est pas loin. Sur certains, on n'en est pas loin. Qui galopent, qui sautent des séparations. Moi, dans ma classe handicap, je vous jure, à l'époque, j'étais parmi les plus handicapés de la classe handicap dans laquelle j'étais. Et après, j'aurais été le moins handicapé si j'étais passé au-dessus. Mais ça, il y a le plus handicapé, le moins handicapé. Sauter des séparations comme ça, pieds joints. Ah, moi, je saute ça, je m'installe. Enfin, je saute même pas, je veux dire. Donc voilà. Donc ça, alors pour moi, mais ils sont beaucoup plus structurés, mais il faut savoir que ceux qui étaient à mon époque, il y en a encore qui sont là aujourd'hui. Parce qu'ils ont descendu d'une classe handicap. Donc l'handicap, parce que soutenu par la Fédé pour descendre d'une classe handicap, soutenu, passer des testings et compagnie. Mais après, un testing, c'est vraiment très très difficile. Et même au niveau... Après, il y a tout un problème au niveau testing, même au niveau international. Il y en a qui sont en fauteuil, qui soi-disant ne peuvent pas marcher. On les a filmés en train de... dans les urinoirs, ils étaient debout. Donc voilà, alors je ne veux pas dire que c'est monnaie courante, mais maintenant, il y en a de plus en plus quand même de moins handicapés. Moins handicapés. Et puis, mais ça, c'est depuis toujours. Par exemple, en 92, c'est ce qu'on disait, à Barcelone, l'équipe d'Espagne fauteuil, basket, ils étaient tous valides. Et puis, on l'a appris après, ils étaient tous valides. Alors, ça fait la une de l'équipe. Donc ça, c'est pas bon pour la Fédération française handisport. Mais je veux dire que, par exemple, nous, sur notre département, on n'a aucun club de tennis de table handisport. Aucun club de tennis de table. Et ça, c'est vrai pour le basket, zéro. Il faut aller dans d'autres régions. C'est vrai, volley, ça doit être pareil. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, c'est compliqué partout. Alors, on nous a dit qu'après les JO, super. Belle vitrine, super. Ça allait être bien après. Et après, moi, j'ai envie de voir quand même. Je vois que c'est pas mieux, c'est pas pire, quoique, mais c'est pas mieux, quoi. Alors, je veux pas dire qu'il n'y a pas des bénévoles, je veux pas dire qu'il y a des... Mais les gens, il faut aller les chercher chez eux, je veux dire. Parce que si on ne va pas les chercher chez eux, après, le regard des valides, quand on arrive dans un club handicapé, parce que maintenant, ce qu'on veut faire beaucoup, c'est faire venir les personnes handicapées dans les clubs valides, par exemple en tennis de table, pour qu'ils puissent jouer à la fois en valide, quand ils sont en fauteuil, ou même debout, ou en handisport. Donc, mais quand quelqu'un est handicapé, aller le chercher chez lui, le faire venir dans un club valide,
il faut qu'ils puissent jouer déjà, il faut qu'ils soient intégrés. Le regard des autres fait mal, hein. Le regard des autres dans un premier temps. Donc s'il n'est pas un petit peu choyé quand il arrive, s'il n'y a pas quelqu'un, enfin je ne veux pas dire que moi je sois référent, mais je veux être référent à Ouistreham, parce que moi je suis handicapé. Et ils vont beaucoup plus aller vers une personne handicapée qui va leur montrer certains gestes, qui va leur montrer, qui va déjà les intégrer dans le club, et ça c'est génial, je veux dire, c'est génial. Bah, c'est comme quand j'étais plus jeune, je faisais des stages de tennis de table à Lisieux, donc j'étais déjà handicapé, j'avais déjà gagné 1 ou 2 médailles paralympiques, et puis on m'avait dit, je faisais ça pendant les vacances, tu vas voir, il y a des loupards qui vont venir à ton stage, il y en a même qui jouent du couteau. Ben, je dis, je suis hémophile, je suis pas bien. Je suis pas bien. Alors, ils arrivaient, salut toi, comment ça va? Ils commençaient comme ça, hein. Et puis au bout d'un moment, hop, je montre la médaille, le discours est plus le même, hein. Ils me rencontrent en ville, coucou, c'est plus le même. Et ça a été vrai aussi, pour en revenir, ça c'est plus politique, à Vaux-en-Velin, quand il y a eu les premiers incidents à côté de Lyon, les fameux incidents, ben, le directeur, pourquoi il pouvait aller dans les centres, pourquoi il pouvait aller? Parce qu'il était champion du monde de boxe. Et ça, il m'en avait jamais parlé. Et puis je lui ai dit, il y a quelque chose, pourquoi toi tu as le droit d'y aller, puis les autres pas? Alors parce que, donc voilà, tout simplement. Donc c'est pareil pour les personnes handicapées. Donc si elles sentent qu'elles sont bien intégrées, si elles sentent qu'elles peuvent progresser, si elles sentent qu'on s'intéresse à eux, à elles, donc il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il n'y a pas d'effort de fait en ce sens. Comment se fait-il? Parce que moi, en plus, toutes les médailles que j'ai gagnées au niveau paralympique, c'est quand j'étais licencié. Parce qu'ils avaient monté un club tennis de table à Caen. J'ai eu le club tennis de table à Lisieux. J'ai eu à Cabourg. J'ai eu à Ifs, à Mondeville. À chaque fois, donc c'était dans un club du département. Ils ne me connaissaient pas. Ah oui, ça fait drôle quand même. Mais maintenant, ils peuvent ne pas me connaître. Il n'y a plus de club en e-sport. Tennis de table, il n'y en a plus. Il n'y a nulle part. Donc il faut aller à Argentan le plus près. Argentan, les Kemric. Ou Rouen. Rouen, oui, également. Rouen. Enfin, pour le Calvados, c'est fini, il n'y en a pas. Donc, le Calvados, il n'y en a pas. Donc, mais ça, c'est vrai. Mais quand je prends le tennis de table, et c'est vrai pour tous les sports, en e-sport, allez me trouver un tennis, est-ce qu'il y a à Caen? Dans l'heure. Il y a peut-être un peu tennis fauteuil. Il n'y a plus, tiens. Donc, où ça? Aéroville, ouais. On a vite fait le tour quand c'est comme ça. Donc, dire que ça marche bien, peut-être pas tant que ça quand même. Donc voilà. Voilà. Donc, ce qui existe au niveau national pour la détection, donc ça existe également certainement au niveau départemental, au niveau régional. Moi, je suis souvent parrain de compétitions pour les handicapés mentaux. Ça se fait à Ifs, là. Dans le sport adapté. Sport adapté, oui. Et donc, j'ai l'impression qu'ils font peut-être même plus pour les sports adaptés. Alors, non. Moi, pour avoir assisté la semaine dernière à une première réunion, on a été réunis un peu tous les acteurs du champ du parasport et du paralympisme, les acteurs régionaux, territoriaux à l'initiative du CPSF et de la DRAGES. La semaine dernière, on s'est rencontrés, c'était un peu une première. Il y a une dynamique régionale qui s'enclenche, qui a été impulsée. Il y avait des référents para de toutes les disciplines, il y avait des exemples de certains comités, certaines ligues qui ont mis en place des choses. Le chemin, il est long. Il y a des maturités vraiment différentes, mais ça a été déjà un premier temps qui a été extrêmement riche pour que chacun se rende compte. Il y a vraiment un vrai travail à faire ensemble. Nous, la MRP, on souhaite vraiment intégrer cette dynamique sur le périmètre qui est le nôtre, la haute perf, mais il y a quelque chose qui s'enclenche quand même. Effectivement, c'était un peu la crainte après les Jeux que les clubs ne soient pas assez structurés pour accueillir. Il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et effectivement, le développement, la détection, ça doit passer par les ligues, par les fédérations. Muriel, elle fait beaucoup, Muriel Elissalde. Elle fait énormément. Donc. Moi, je reviens à Benjamin. Ça veut dire que toi, sur le volet assis, quand tu t'entraînes avec le club de Caen, parmi tes partenaires d'entraînement, et c'est vrai aussi pour toi, oui, c'est une question, c'est pas une affirmation, ça veut dire que vous avez des athlètes dits ordinaires qui, entre guillemets, mettent le shirt pour vous aider enfin, sont vos partenaires d'entraînement par rapport à vos projets
perf paralympique. Quoi. Ouais. Et heureusement, hein, parce que moi, pendant des années avant les Jeux, je me suis entraîné, on était 3 à l'entraînement pour un sport co. Si j'avais pas eu en ligne de mire l'équipe de France, les Jeux para et tout, j'aurais arrêté bien avant. Quoi. Enfin, et finalement... c'est difficile. Hein. Et là, aujourd'hui, quand je m'entraîne, là, en ce moment, je suis même le seul handi sur le terrain à m'entraîner avec mon équipe de camp. Tous les autres, c'est des valides, des volleyeurs, des bons volleyeurs qui viennent s'entraîner avec moi. Parce qu'ils kiffent le volley assis, hein, c'est pas pour me faire plaisir. C'est parce que c'est un vrai sport et que ça leur permet aussi de progresser en volley debout. Oui, je comprends. Donc, mais ouais, on est malheureusement... Et sur le basket, c'est la même chose. Moi, je suis pas allé aussi haut, mais à l'époque, quand je jouais, et là encore cette année, pour vous dire, on a essayé de relancer un créneau à Fleury-sur-Orne le mardi. Première séance, j'avais une personne. Et depuis septembre, si j'ai fait 6-7 séances, c'est le maximum. Et là, depuis janvier, je n'ai fait aucune séance parce que je n'ai personne, je n'ai pas d'appel, je n'ai rien. Voilà. Les Fleury nous a accueillis parce que leur politique, on connaît les gens qui actuellement sont à la mairie, ils nous soutiennent et ils ont essayé de trouver quelque chose. Mais actuellement, même recruter des valides, on l'a fait pendant des années quand on avait un créneau à Caen de 19h à 21h. Maintenant qu'on a un créneau en journée, les gens ils travaillent. Donc voilà. En fait, quand on a lancé ce créneau-là, on s'est dit que ça allait relancer une dynamique par rapport aux établissements. Voilà. Bon, on s'est aperçu que pas du tout. Et là, moi, je le dis. Et si d'ici juin, il n'y a pas d'évolution, j'arrête. Et je sais très bien que si j'arrête, vu qu'actuellement, je suis pratiquement tout seul, le club, il ferme. Et il n'y a plus de basket fauteuil sur camp. Donc, mais c'est ce qui va arriver, puisque à un moment, quand ça prend pas pendant 10, 13 ans, 15 ans, il faut peut-être arrêter. Voilà. Bon, alors on est un petit peu en retard, alors maintenant je vais passer le micro à monsieur. Écoutez, bonjour à tous. Moi, donc, je suis Marc Collière. Je travaille au Centre sportif de Normandie, avec Mathilde, qui a une mission pour l'Agence nationale du sport, donc, qui s'appelle la Maison régionale de la performance. Et cette Maison régionale de la performance, elle a 2 missions. La première, c'est d'organiser le sport de haut niveau en Normandie, pour les athlètes dits ordinaires, les athlètes parasport, paralympiques. Et puis accompagner, ça c'est plutôt une nouveauté par rapport à... ça a été mis en place pour Paris et ça se poursuit aujourd'hui pour Los Angeles et Brisbane, c'est d'accompagner des athlètes qui présentent une chance de médaillabilité. Voilà. Donc alors mon parcours, moi, il est assez, je dirais, classique. Moi j'étais étudiant avec Mathilde et Pascal. Ici à Caen, et puis après je suis parti à l'université de Bordeaux et ensuite j'ai intégré le ministère chargé des sports en 2000, donc ça fait un petit moment maintenant. J'ai d'abord travaillé ce qu'on appelle en service, c'est-à-dire vraiment pour les activités sport pour tous. Ma première mission tournait autour de la vie associative et puis de l'insertion par le sport. À l'époque, il y avait déjà des réflexions qui étaient entamées autour du handicap, mais je trouve c'était pas. Tout à l'heure, on parlait d'inclusion. On était encore très très loin de ces intentions inclusives, et je trouve que ça a quand même beaucoup changé. D'ailleurs, vous, en tant qu'étudiant et étudiant, vous en êtes la traduction, puisque moi, je crois. Pascal, tu dis si je me trompe, mais il ne me semble pas qu'à notre époque, quand on était étudiant, il n'y avait pas de cursus universitaire autour du sport santé, autour du handicap. Ça n'existait absolument pas. 2013. Voilà, c'est ça, 2013. Donc voilà, et ensuite, j'ai intégré l'émission autour du sport de haut niveau pour
mettre en place et monter la structure qui est dans l'enceinte du lycée Laplace, qui est le centre sportif de Normandie, mais c'est le site de Caen qui accueille des pôles. Donc il y a 11 disciplines présentes, il y a 200 athlètes, ce sont plutôt des athlètes pré-bac. Voilà, majoritairement, ils vont jusqu'en terminale, ça commence au collège, ils vont jusqu'en terminale. Avec quelques étudiants, on a un travail à faire autour de l'université pour renforcer cet accompagnement-là. Ça fait une dizaine d'années maintenant que la structure existe et on a, voilà, c'est un exemple, mais on n'a jamais eu d'athlètes en situation de handicap. Voilà, c'est ça. On avait failli accueillir un athlète qui s'appelle Florent Marais, qui est aujourd'hui dans le sud de la France, qui est un nageur. Mais en fait, il est parti sur une autre région pour s'entraîner, parce que les conditions étaient plus adaptées. Je crois qu'effectivement, enfin vous l'avez dit, mais il y a tous les trois, là, il y a un travail à poursuivre autour des accompagnements et des prises en charge, aussi bien sur des logiques de développement que sur du haut niveau. Nous, je dirais, on a les infrastructures, que ce soit à Caen ou aujourd'hui à Oulgat, où le site a été entièrement refait. On a tout ce qu'il faut pour accueillir des athlètes paralympiques en termes je dirais, fonctionnalité. Après, il y a des projets à construire autour de cette dimension-là. Paradoxalement, sur ce que vous traduisez, la Normandie, en termes de... Alain, t'en es l'exemple, mais en termes de résultats, est une région où il y a toujours eu des athlètes normands, paralympiques, pourvoyeurs de médailles. Alors qu'on participait aux Jeux, alors il y a Benjamin, bien évidemment, mais comment elle s'appelle, j'ai oublié son prénom, qui était avec toi, Madame Lannes. Olivia, voilà, pardon, qui était aussi avec toi. Il y avait Alexis Anquincan, qui est de Rouen. Tu parlais tout à l'heure de la flamme, de la cérémonie de clôture. C'est Aurélie Aubert qui a éteint la flamme et qui est de l'Eure, donc qui est normande. Alexandra Saint-Pierre en paratennis de table, Florian Mérien en paratennis de table. Donc c'est un territoire. Émeric Martin, donc c'est un territoire. Après, j'en oublie probablement, mais en tout cas, c'est une région où les athlètes de haut niveau paralympique sont présents et sont performants. Et nous, au titre de la MRP, notre travail, c'est d'essayer de les accompagner. Alors, on n'a malheureusement pas accompagné Benjamin parce que pour les Jeux de Paris, il y a une règle qui était posée aussi bien pour les athlètes paralympiques que pour les athlètes olympiques. C'était qu'on nous demandait de concentrer nos accompagnements sur vraiment les athlètes et les disciplines sportives qui présentaient des chances de médaille. Vous avez fait bien mieux que ce qui était pressenti au départ. Voilà, alors peut-être qu'à Los Angeles, vos résultats vous permettront et nous permettront de t'accompagner. Mais voilà, Benjamin, au titre du volley assis, n'était pas dans nos cercles prioritaires, on va dire. Voilà. Et comme Benjamin, il a aussi bien réussi son insertion professionnelle sur la dimension suivi socio-professionnel, on ne l'a pas mené. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je m'occupe de ça. Et en parallèle dans mon parcours, moi je viens du handball et j'ai aussi été entraîneur de hand. Alors au camp handball, avant que ce soit un club professionnel, je l'ai fait avec Christian Lemoyle à l'époque, le club était en pré-national, on l'a emmené jusqu'en National 1, et puis après voilà, le club a vécu ce qu'il vit aujourd'hui. Et puis j'ai fait la même chose au niveau de Colombelle avec les jeunes filles, où quand Philippe Brézaché, que vous connaissez peut-être, même certainement, est parti à Montpellier, parce qu'il a fait un petit passage à Montpellier, on a repris l'équipe de Colombelle à l'époque. Voilà. Moi j'ai trouvé ça, en tout cas pour mon parcours, très intéressant de pouvoir lier le parcours universitaire et le parcours d'entraîneur et je dirais de vivre le quotidien avec les athlètes, avec les contraintes de l'entraînement. Et juste sur l'accompagnement, et après j'arrête Alain, sur l'accompagnement des athlètes paralympiques, moi je laisserai Mathilde parce qu'elle a cette mission-là au titre de la Maison régionale de la performance.
Moi, je trouve que les choses... c'est pour ça que je te posais la question, mais en tout cas, nous, ce qui nous est demandé aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation du côté de l'Agence nationale du sport en termes d'organisation et en termes d'objectifs sur les athlètes olympiques et les athlètes paralympiques. Nous, on a des interlocuteurs au niveau national. On a les mêmes interlocuteurs si c'est un sportif qui prépare les Jeux olympiques ou un sportif qui prépare les Jeux paralympiques. Alors évidemment, il y a même au sein de l'agence des référents qui sont spécialisés vraiment sur les problématiques paralympiques. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose d'intéressant et qui est utile, en tout cas pour le développement de l'activité. Sur les accompagnements, en tout cas au niveau des MRP, et c'est vrai au niveau national, on a un accompagnement pour les athlètes paralympiques qui est renforcé parce que voilà, ça relève d'une politique publique parce que je trouve que vous l'avez bien traduit, parfois on a des problématiques d'insertion professionnelle, voilà, comment je vais vivre en parallèle de mon activité sportive. Donc on essaie vraiment, Mathilde, d'être attentif à cette question-là. Je trouve que se développent aussi maintenant des métiers et des compétences qui deviennent spécifiques et qui sont vraiment liées au sport paralympique. Je pense qu'on commence à avoir des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques qui sont reconnus pour avoir une expertise dans la préparation physique, mais à destination des athlètes paralympiques. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas l'historique parce que moi, j'ai pas. Ça fait finalement assez peu de temps qu'on est sur cette mission-là. Et donc, moi, je ne travaillais vraiment pas sur la dimension para auparavant. Mais voilà, c'est une tendance qui se développe, hein, Mathilde. Oui. Et c'est vraiment un travail qui est intéressant. Et puis la deuxième chose, dans la comparaison, mais il y a aussi dans les sports olympiques des sports qui sont très professionnels. Si on prend le volley ou le handball, enfin, voilà, les athlètes qui sont en équipe de France, ils ont aussi une activité, enfin ils ont un statut de sportif professionnel. Et nous, on n'intervient pas sur des athlètes qui ont des ressources et des statuts qui leur permettent, ou via leur club ou à titre privé, d'organiser leur projet de performance. Et du coup, l'effort, il est porté sur les athlètes olympiques qui n'ont pas des ressources suffisantes pour pouvoir porter seuls leur projet de performance ou qu'un club suffisamment professionnel le porte, et sur les athlètes paralympiques qui n'ont ni les ressources ni les clubs pour le faire. Voilà, donc c'est un peu les orientations sur lesquelles on est. Là, on sort des Jeux d'hiver. Enfin non, là, on attaque les Jeux d'hiver paralympiques. On verra en termes de résultats. Paris, en tout cas, on était dans les objectifs fixés. Après, il y a d'autres défis. Effectivement, le programme Relève, il est intéressant, mais il y a probablement aussi un travail pour faciliter la pratique pour le plus grand nombre, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un élément qui est important et qui est à prendre en considération, mais sur lequel Mathilde et moi, on n'intervient pas du tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Je précise MRP parce que tu as beaucoup utilisé le site. Donc ah oui, pardon. C'est la Maison régionale de la performance. Voilà. Je voulais simplement dire quelque chose, qu'il existe un critère maintenant qui n'existait pas forcément à mon époque, c'est-à-dire on n'emmène que ceux qui sont susceptibles d'avoir une médaille. Je trouve que c'est un petit peu dommage, parce qu'il y en a qui sont au classement, qui sont 6, 7e, mais c'est juste pour avoir une médaille, mais peut toujours y avoir des surprises. Et puis si on les emmène sur une Olympiade, donc ils vont se forger une expérience, et
et à l'Olympiade suivante, ça va leur servir. Alors maintenant, il y a eu tellement de surprises. Par exemple, en biathlon, là, en biathlon, il y a un athlète là, qui a fait médaille de bronze dans une discipline où il a dit « je suis une quiche ». Parce que je suis une quiche, il ne pensait pas être médaillé de bronze, là. Je ne sais plus son nom, là. Mais par contre, dans les disciplines où il pensait être médaille d'or, 0, alors qu'il avait fait médaille d'or au dernier JO. Donc finalement, il peut y avoir des surprises. Des surprises parce que dans cette discipline-là, il n'était pas du tout considéré. Puis, si ça se trouve, c'est la seule médaille qu'il va faire. Donc c'est un peu dommage de cloisonner, d'emmener uniquement, c'est un peu l'élitisme. Là. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas emmener quelqu'un qui pourrait, même s'il ne fait pas de médaille, s'il fait une bonne performance, après ça a un coût. Enfin, on n'est pas à quelques personnes près, je pense quand même. Mais ça, c'est l'élitisme qui tue un peu le jeu. Pour moi, ça tue un peu le jeu. Ça tue le rêve, déjà, mais ça met une telle performance parce que si on part à plusieurs et puis si on ne met pas la pression de faire absolument une médaille, on joue beaucoup plus relâché. Mais quand on arrive sur une compétition, si tu fais pas la médaille, en gros, tu es une quiche, on t'a emmené pour ça. Après, tu te poses des questions et puis après, ça peut avoir des incidences sur les futures compétitions. Et ça, moi, j'en suis persuadé. Moi, je ne me rappelle pas de ce critère-là parce qu'on on avait des chances de faire des médailles, mais on ne nous mettait pas la pression, on n'emmène que ceux. Il y en a qui revenaient sans médaille, ils étaient considérés comme ceux qui avaient. Ils n'avaient pas la médaille. Mais enfin, ils avaient fait le maximum. Mais maintenant, on a l'impression que s'il fallait qu'on emmène en athlétisme que ceux qui vont faire une médaille, on n'emmène personne. Après, il y a des quotas. Après, il y a des quotas. Certes, il faut faire un minima, les minima et compagnie. Pour moi, ça, c'est. En fait, les critères, ils ne sont pas nécessairement sur les critères de qualification. Ils sont fixés par les fédérations internationales dans le cadre des compétitions internationales. Donc en fait, la différenciation, elle n'est pas sur la différenciation pour la participation au jeu, elle n'est pas liée au fait de faire une médaille ou pas. Elle est liée à je me suis qualifié ou pas. Après, ce qui est différencié, ça c'est vrai, c'est le niveau d'accompagnement en fonction de la chance de médaillabilité de l'athlète. C'est-à-dire que un athlète qui présente de réelles chances de médaille est effectivement accompagné de manière beaucoup plus personnelle, même plus individualisée, mais personnalisée. Et après, tu évoquais le cas d'athlètes qui étaient 4e, 5e, 6e. Ça a fait partie d'un programme, justement, où l'idée, c'était d'essayer d'accompagner ces athlètes-là, qui sont proches d'une médaille, finalement, pour construire avec eux un accompagnement qui leur permette justement de passer ce cap-là et d'essayer de convertir une 4e place en une médaille d'or, ou une médaille d'argent, une médaille de bronze. Donc ça, il y a des choses qui ont été mises en place. Mais c'est vrai qu'il y a une différenciation d'accompagnement selon les chances de médaillabilité, sachant que et ça, c'est lié aussi à l'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Cette identification, elle est mouvante, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats de l'athlète, il y a ce qu'on appelle les couloirs de performance. Parfois, on intègre les cercles où on est accompagné, comme on peut en sortir. Enfin, il n'y a jamais rien de figé. Et l'autre dimension qui a été intégrée également, c'est aussi d'accompagner les coachs qui... ça, je ne l'ai pas évoqué, mais peut-être que Mathilde en parlera. Les coachs qui accompagnent les athlètes. Et ça a été très apprécié, notamment sur le paralympisme, mais ça, vous l'avez traduit, c'est-à-dire que parfois, vous êtes senti un peu seul, et les coachs, ils sont aussi parfois seuls avec l'athlète. Je pense par exemple, à Guillaume Marais qui accompagne Alexandra Saint-Pierre, et c'est un super binôme, ils travaillent très très bien ensemble, mais c'est vrai que Guillaume, il a participé au plan coach qui a été mis en place par les fédérations et par l'Agence nationale du sport, et le fait de pouvoir partager son vécu, ses expériences, mais aussi ses difficultés, ça l'a aidé dans l'accompagnement d'Alexandra.
Voilà, donc il y a effectivement des différenciations dans les accompagnements qui sont proposés. Enfin, c'est ce que j'évoquais avec Benjamin par rapport au volet assis. Et c'est terriblement frustrant. Et c'est très frustrant, oui. Quand on te dit, quand tu seras performant, on t'accompagnera pour l'instant. Et non, on leur disait, si tu veux que je sois performant, il faut m'aider en fait. Moi, je bosse toute la journée. Si je ne peux pas me sortir du boulot, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas être performant. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais c'est une logique que je comprends aussi. Et puis ça marche puisque. Mais même pour nous, c'est frustrant parce que je sais bien, mais qu'on a porté la demande. Il y a un athlète, il y a quelqu'un qui s'entraîne dur parce que tu traduis ton quotidien. Tu te dis mince, nous on peut pas y aller parce qu'il n'est pas complètement dans les critères attendus. Après, on est souvent en dehors des cases en fait. Et moi je suis kiné en libéral, donc je suis encore plus en dehors des cases. Quand tu es salarié chez EDF, c'est toujours un peu plus facile. C'est vraiment compliqué. C'est terriblement frustrant, mais je le comprends. Enfin, voilà, après, il y a quand même eu un autre critère aussi. On accompagne surtout des athlètes isolés, que ce soit dans le champ des sportifs ordinaires ou valides, les sports collectifs, et notamment sur le volley assis, qui était une discipline une équipe en construction, France, une nouvelle. L'Agence nationale du sport avait mis un budget, c'est à la fédération pour organiser toute votre préparation à vous. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un coût sur la pratique para qui est énorme. Mais voilà, la mission d'accompagnement, elle a été directement donnée à la fédération pour essayer d'organiser pour vous. Parce que c'est vrai qu'accompagner des sports co, voilà, on est plus surtout sur des sportifs isolés, quoi. Nous, on jouait contre l'équipe d'Italie avant les Jeux. Eux, ils ne faisaient pas les Jeux, l'Italie, ils n'étaient pas qualifiés. On discutait budget. L'équipe d'Italie, ils ne faisaient pas les Jeux, ils avaient 10 fois le budget de l'équipe de France. Alors que nous, on allait aux Jeux, on disait, mais c'est pas possible, quoi. Vous avez 10 fois le budget de l'équipe de France. Ils étaient défrayés quand ils allaient en stage ou en compétition, ils touchaient 30 € par jour, quoi, le rêve, quoi. C'était incroyable. Mais c'est comme ça, c'est le parasport. On est un petit peu en retard, alors maintenant on va passer sur Mathilde Jacquet. Pouvez-vous vous présenter et dire ce que vous faites à la maison? Donc, vous avez tous compris que je travaillais avec Marc. Marc, c'est mon responsable. Moi, je suis conseillère au niveau à la Maison régionale de la performance depuis juillet 2023, donc pile poil un an avant les Jeux. Et moi, mon parcours, je l'ai commencé pas loin d'ici, puisque moi, j'ai été gymnaste et entraîneur un peu toute ma vie. En tout cas, j'ai commencé ça à l'Avant-Garde Cannaise, juste à côté, dans le centre-ville à l'époque. Puis j'ai aussi été étudiante à l'UFR STAPS de Caen. Moi, mon parcours, c'est vraiment un parcours sur le terrain d'entraîneur. Moi, je suis un pur produit associatif. Surtout sur l'encadrement, l'entraînement des jeunes gymnastes en accession pour le haut niveau. Donc voilà, moi j'ai essentiellement fait ma carrière auprès des clubs. D'abord à l'Avant-Garde, ce que je vous disais, puis je suis partie plus de 20 ans à Lyon. Là où effectivement la gym de performance était un peu plus structurée. Et puis j'ai eu envie de revenir il y a quelques années. Changer de rythme, me reconvertir un peu professionnellement, et effectivement c'est dans ce contexte que je suis arrivée à la Maison régionale de la performance qui est donc située au centre sportif de Normandie à Ougat, et elle venait tout juste d'ouvrir. Aujourd'hui, on était 2 à l'époque. À un moment donné, on a une collègue, on était 3. Actuellement, on est 2. Voilà, ça reste une petite équipe, mais voilà, Marc qui vous a expliqué un petit peu l'émission. Ce qui est sûr, c'est que les missions portées par la MRP, elles ont immédiatement fait écho à moi, mon parcours professionnel. Alors moi, j'ai besoin d'un peu des petits papiers, hein, des fois. Voilà, c'était d'accompagner les sportifs et des entraîneurs dans la construction de projets de performance, accompagner au sens large du terme, humainement, sportivement. Et puis, voilà, mes missions, c'est vraiment d'aller écouter les besoins, d'aider les cellules athlètes, entraîneurs à se questionner, à aller chercher eux-mêmes un peu les leviers pour aller performer le jour J. Et puis surtout un rôle facilitateur, les aider à trouver les solutions en proximité. Et tu parlais un peu on est toujours hors case. Moi, dans mon parcours d'entraîneur, ce que j'aimais le plus, c'était d'aller accompagner toujours des trajectoires hyper singulières. J'ai toujours eu des gymnastes qui rentraient jamais dans les cases. Et c'est ce que
ce chemin à construire avec eux, individualisé, personnalisé, c'est ce que j'aime le plus, ce que j'ai le plus aimé dans mon métier d'entraîneur, et c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui dans mon métier d'accompagnement des sportifs. Donc, le public accompagné, Marc vous l'a dit, sont les athlètes dits valides, ordinaires, enfin, et puis les athlètes para. Donc moi, mes missions, c'est l'optimisation de la performance. Alors que je vais vous expliquer un petit peu. Et effectivement, je porte aussi un peu la mission sur le champ du paralympisme parce qu'il fait l'objet d'un suivi qui est plus spécifique et il y a vraiment une attention particulière qui est portée par l'agence sur ce public. Ma connaissance du parasport et du champ du handicap, elle était extrêmement limitée quand je suis arrivée à la MRP. On m'avait pris aussi pour mes capacités, je pense, un peu d'adaptation. Et c'est vrai que en arrivant, je me suis dit, ce sont des athlètes comme les autres, avec la particularité qui sont porteurs de handicap, qui ont peut-être un membre en moins, une déficience visuelle, auditive. Et finalement, je vais m'adapter. Et en fait, j'ai très très vite compris que leur parcours, leur environnement, vous l'avez exprimé là, et les conditions de performance, ça nécessitait beaucoup plus d'adaptation, beaucoup plus d'humain, plus de proximité. Et au bilan des jeux, entre collègues des différentes MRP, on a tous fait le même constat, les accompagnements sur les publics para, ils ont souvent bien dépassé le cadre des process de l'ANS et l'humain, il avait vraiment une place considérable. Ce qu'on a pu voir, c'est que avant de travailler sur les projets de perf des athlètes en tant que tels, il y avait toujours un gros travail à mettre en place d'abord sur la structuration des environnements de performance. Moi, voilà, avec les athlètes avec lesquels j'ai pu travailler, où je me rends compte que la différence entre un athlète ordinaire, un athlète para, parfois, c'est que ce sont des sportifs qui arrivent tardivement dans le sport de haut niveau, souvent des adultes. Et souvent, parfois, c'est à la suite d'un accident, d'une maladie, parfois c'est de naissance aussi. Du coup, ça modifie totalement aussi les accompagnements. Alors, Benjamin, lui, il a eu une carrière sportive avant. Il a quand même baigné dans le sport de performance avant, mais il y en a aussi beaucoup qui arrivent dans ce monde, parfois cruel, un peu de la haute perf, du haut niveau. Ils y arrivent un peu brusquement. Après un accident, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un contexte de reconstruction personnelle, de motivation, de fulgurance dans la performance. Ça, il y a une vraie différence. C'est-à-dire, dans un sport dit valide, on ne verra pas des sportifs capables de devenir champion du monde en 2 ans. Et c'est des choses qu'on voit sur le public para, parce que la motivation, effectivement, des fois, elle est parfois décuplée. Ça aide vraiment à se reconstruire, à accepter le handicap. Et effectivement, on parle, à l'agence, là on dit beaucoup, on parle de fulgurance dans la performance. Ça, c'est vraiment quelque chose, tout va très très vite. C'est pour ça qu'il faut aussi être prêt à dégainer, des fois, même si ils ne sont pas tout à fait ciblés dans les cibles de l'ANS, parce qu'il n'y a pas eu déjà des résultats, mais des fois, c'est bien d'être en veille aussi beaucoup, parce qu'il y a une vraie fulgurance, et il faut être un peu prêt. Donc tout arrive très vite, et puis des fois, tout arrive un peu trop vite. Donc il y a toute cette question-là aussi qui est à accompagner. Je disais que voilà, certains sportifs ne connaissaient pas le champ du haut niveau avant, ils le découvrent un peu. Quand c'est linéaire, la progression, ça va plutôt bien. Il y a déjà bien assez de difficultés d'accession, de choses comme ça. Et ils arrivent aussi beaucoup à se transcender, mais parfois ils peuvent être rattrapés par des problèmes de santé, par des problèmes sociaux. On parlait tout à l'heure des classifications. Un sportif, un parasportif, il peut se retrouver aujourd'hui médaillable pour les Jeux, et puis finalement le trouble il évolue, puis d'un seul coup il est même plus sélectionnable pour les Jeux. Et on me disait peut-être qu'il s'était reconstruit avec ça. Donc ça, c'est les grandes différences qu'on peut prendre en compte sur le public.
les non-sélections aussi, elles peuvent être vécues très très difficilement. Parce qu'on s'est reconstruit avec le parasport et puis finalement d'un seul coup on n'est pas sélectionné. Alors ça peut être, il y a un petit jeune, un nouvel accidenté qui est arrivé, il nous prend notre place. Waouh, c'est dur. Et parfois c'est 2 mois avant les Jeux. Oui. Tu as préparé les Jeux pendant 7 ans Exactement. et 2 mois avant, c'est pas toi qui passe. Ouais, exactement. On nous demande, les fédérations, elles nous demandent d'être en proximité parce que il y a certains sportifs qui sautent par la fenêtre. Enfin, ça peut être très très dur, très très dur à vivre. On va leur demander sur une préparation olympique de s'engager pleinement pour l'équipe de France. Sauf que souvent, on l'a dit, c'était des publics plus âgés. Il y a une femme, il y a peut-être une boîte à faire tourner, un métier, et c'est pas facile de se rendre disponible d'un seul coup pour l'équipe de France. Donc des fois aussi, ça peut freiner un projet d'un coup. Comme les sportifs sont un peu plus âgés, qu'il y a des vies de famille, voilà, c'est pas toujours. C'est-à-dire que tout le monde aussi absorbe le projet, on embarque un peu toute la famille là-dedans. Donc les coûts financiers aussi, ça peut être un peu des freins. Donc c'est toutes ces choses c'est des sacrifices qui sont faits. Alors beaucoup de sportifs en font. Après, on voit effectivement le coût d'une année sportive pour un sportif en fauteuil, c'est quand même pas le même. Alors surtout quand il y a des assistants, des entraîneurs perso. Voilà. Ça, c'est un peu les grandes différences que moi j'ai pu noter avec les sportifs accompagnés. Heureusement, parfois, nous on travaille beaucoup en équipe avec les MRP. Donc je vous ai dit, je connaissais pas grand-chose au début. Donc heureusement, on fonctionne beaucoup en réseau. On est piloté par des conseillers experts au niveau de l'agence. On a 2 conseillers experts et puis chaque territoire en France a un niveau de maturité un peu différent. Nous, la Normandie, effectivement, on n'a pas un territoire. Alors, on a des super ambassadeurs, ça c'est vrai. Par contre, le développement, déjà nous on est arrivé très très tard en 2023, il y a des MRP qui étaient mis en place depuis déjà 2021, enfin il y avait des choses déjà mises en place. Donc sur ces raisons, on partage les bonnes pratiques, on s'entraide, on s'appelle. Là il y a vraiment beaucoup de solidarité. Souvent les conseillers, c'est des gens aussi qui ont de l'appétence pour l'être humain. Enfin voilà, on est une petite équipe, vraiment on travaille beaucoup ensemble. Évidemment on travaille avec les fédérations. Les fédérations sportives, les commandes, elles passent d'abord par les fédérations. Nous, c'est vrai, la proximité nous permet aussi des fois d'alerter la fédération sur des choses. Mais c'est vrai que les fédérations, après les Jeux de Paris, elles ont quand même bien plébiscité l'accompagnement des athlètes cibles. Voilà, par rapport à la proximité qu'on pouvait avoir. Et puis nous, on n'est pas sélectionneurs du tout. Enfin, on n'a pas ce rôle-là d'un moment donné, dire oui, toi, tu es sélectionné ou pas. Donc, c'est plus facile aussi. La réactivité des dispositifs d'accompagnement, ça aussi, ça a été bien mis en valeur. Et puis, la mobilisation des réseaux territoriaux pour permettre d'individualiser au mieux les projets des athlètes para. Donc voilà, s'il y a eu de l'évolution, il y en a peut-être eu un peu là, en tout cas sur ces athlètes, vraiment de permettre d'aller sur une individualisation de leur projet de perf. Les réseaux, effectivement, on est en train de les construire. À la MRP, tout s'est pas fait en un jour. On avait un peu des annuaires, on essaye de récupérer beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on essaye de référencer des experts dans les différents champs un peu connexes, la prépa physique, mentale, la diététique, la nutrition, les kinés, enfin le paramédical, le médical. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Là, pour l'instant, c'est beaucoup concentré sur les athlètes. Il y avait une urgence à réussir les Jeux parce qu'il y a beaucoup d'enjeux pour les sportifs, pour le paralympisme en général et pour la cause du handicap. Il fallait les réussir, ces Jeux, et ça a été plutôt réussi. Donc c'est vrai qu'on s'est plus porté vers un peu les sportifs qui présentaient des chances de médaille. Mais là, sur l'Olympiade 2028, l'objectif, il est vraiment d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, nous, ici en Normandie, on souhaite... ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment mettre l'accent un peu et mettre des choses en place pour les entraîneurs. D'abord les réunir, parce que c'est exactement comme
dans le champ du sport valide, chacun est dans sa discipline. Les gens ne discutent pas forcément, prennent pas le temps parce qu'ils sont tous hyper débordés. Ben là, ça va être de permettre à tous les entraîneurs de niveau paralympique du territoire de se réunir, de se mettre autour d'une table, d'échanger ensemble, de partager. Il y a un vrai besoin de parler. Moi, je m'en rends compte beaucoup. Je passe du temps à parler avec les entraîneurs. Ils ont des réalités quotidiennes qui sont pas simples. Selon le type de handicap, l'implication de l'entraîneur, elle n'est pas la même. C'est-à-dire un entraîneur d'un athlète qui a une prothèse, elle ne sera pas forcément la même que que l'engagement d'un entraîneur qui va s'occuper d'un athlète parfois en fauteuil, pour qui va être l'assistant de vie, l'assistant de jeu, l'entraîneur, l'agent, parce que aujourd'hui, ces sportifs-là, ils croulent des demandes, ils ont beaucoup de demandes, ils sont sollicités de toutes parts. Donc l'entraîneur, il fait un peu la protection, et puis il a du mal à trouver des fois du temps pour faire de la perf, et puis il vit beaucoup de choses. Voilà, c'est pas toujours simple. Un entraîneur d'un athlète qui présente des déficiences visuelles, il a un guide. Donc le travail d'assistant de vie peut être fait un peu par le guide, et il peut peut-être plus se concentrer sur la performance. Donc c'est vraiment... il n'y a pas un modèle d'entraîneur para. Il y a vraiment plein de réalités qui sont différentes. La richesse en Normandie, c'est qu'on a des experts de l'entraînement, entraîneurs d'athlètes sur des sports individuels, sur des sports co. On a des entraîneurs d'athlètes de tout type de handicap, des entraîneurs qui ont des expériences différentes, certains 2 Olympiades, d'autres vont peut-être avoir ce rôle-là sur 2030, des entraîneurs d'équipe de France qui préparent pour 2030. Donc voilà un partage d'expérience qui peut faire gagner 10 ans à certains, du compagnonnage. On va essayer de travailler sur cette dimension, et puis vraiment, nous, à notre niveau, on va vraiment avoir besoin aussi d'eux pour définir des actions qui vont être pertinentes pour la haute perf. Notamment, on parlait de réseau médical, paramédical, réseau local, de partenaires sociaux. Il y a, sur l'accompagnement des sportifs de para, on est souvent aussi confronté à des situations sociales difficiles. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette dynamique régionale qui se met en place. C'est bien. Après, au plan national, la mission sur le paralympisme, elle reste vraiment dans les grandes priorités nationales. Notamment, l'idée, c'est de passer un curseur un peu sur l'optimisation de la perf, vraiment d'aller plus encore sur les data, enfin voilà, d'être plus exigeant sur les projets de performance, d'aller encore plus challenger les athlètes, là où avant 2024, c'était plus l'environnement un peu. Et puis, autre peut-être levier pour aller chercher peut-être plus de médailles. On a un peu évoqué la chose tout à l'heure avec le programme La Relève. La relève, souvent, c'est pour des jeunes un peu plus débutants qui se cherchent sur une discipline, vers quoi aller. Il y a une notion qui s'appelle le transfert de talent, où là, il y a peut-être vraiment un axe pour aller chercher encore plus de médailles, c'est-à-dire essayer peut-être d'aller réorienter des sportifs de très haut niveau, qu'ils sont déjà, qui ont peut-être participé au jeu, vers une discipline où leur potentiel de médaille il sera jugé plus fort. Ouais. Voilà, c'est peut-être que, j'en sais rien, l'escrime fauteuil, il n'y a peut-être pas beaucoup de place pour aller au jeu. Par contre, il y a pas mal d'athlètes, donc il y a beaucoup de parasportifs escrime fauteuil qui vont rester sur la touche. Peut-être aller les mettre du côté du basket fauteuil, parce que du côté du basket fauteuil, on a besoin de gens qui savent vraiment manier le fauteuil. Et enfin voilà, c'est d'essayer d'aller en fonction du handicap de la personne et de ce qu'elle a acquis dans sa discipline, d'aller le transférer sur une autre discipline. C'est la natation, le triathlon, enfin voilà, il y a vraiment une grosse réflexion là-dessus. On l'a dit un petit peu ce qu'on faisait sur les athlètes para, la MRP, on pilote les dispositifs CIP, CAE, c'est les conventions d'insertion professionnelle dont Alain a bénéficié avec EDF.
Donc on pilote ces dispositifs. Des athlètes comme Florian Mérien, Alexis Anquincan, ils ont des dispositifs qui leur permettent de s'entraîner et de commencer à préparer aussi une insertion professionnelle pour l'après-carrière. Après, évidemment, il y a tout ce qui est accompagnement sur l'opti de la perf. Ce que je vous ai dit, on a des financements parfois, mais par contre, tout doit être analysé. On doit fournir des bilans, on doit chercher des prestataires en proximité, essayer d'aller chercher le petit grain de sable qui peut aller déclencher la médaille d'or plutôt que la médaille d'argent. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est un peu opti de la perf. Après, ce travail-là, des fois, on le fait aussi sans accompagnement financier, mais on est aussi sollicité souvent par des sportifs post-accident qui viennent nous voir et qui cherchent un peu un réseau parce qu'ils ont envie de se lancer dans la pratique de haut niveau. Donc, on les oriente aussi, on les écoute et on les aide à aller vers les bons interlocuteurs. L'accompagnement social, on peut être en lien des fois avec des assistantes sociales, voilà, avec des partenaires sociaux. On travaille beaucoup en Normandie avec les collectivités, la région Normandie, les départements. Et des fois, on fait appel aussi à leur propre réseau, à eux, pour nous aider à trouver des solutions. Le matériel, là, les lames, on en parlait tout à l'heure, les fauteuils, c'est pas finançable par nous. Et voilà, on a des exemples où on a pu, grâce à un travail d'échange avec les collectivités, trouver en partenariat des solutions pour des athlètes qui allaient partir au jeu sans fauteuil. Donc il y a ce travail-là aussi avec qui peut être fait, cette mise en lien aussi avec les collectivités. On essaye de voir ce qui peut, puis on va essayer de structurer un petit peu mieux tout ça. Dernière petite différence entre les athlètes para et ce que je peux faire sur des publics ordinaires. Normalement, on est plutôt dans amener le sportif à comment s'emparer de son projet sportif, même les plus jeunes, c'est une notion hyper importante. Si je fais pour toi, mais sans toi, alors je fais contre toi. C'est une phrase qui résonne pas mal sur les plus jeunes. Très très tôt, on essaye de les faire participer à tous leurs projets sportifs. Moi, sur certains sportifs para, d'abord j'étudie toutes les solutions que je peux trouver, puis j'arrive directement avec les solutions. Ça veut dire que je travaille avec les fédérations, je travaille tout autour, et je les laisse pas attendre ou espérer des fois des choses où ils sont un peu plus impatients aussi des fois. Donc ça, c'est aussi une différence, que je les implique pas tout de suite. J'attends d'abord de beaucoup avoir travaillé avec tous les gens autour d'eux, et j'arrive un petit peu quand j'ai déjà quelques solutions. Puis après, on construit un peu plus ensemble. Merci beaucoup. Donc je conclurai cette table ronde par le fait que le parasport est bien plus qu'une pratique sportive, que c'est un bien formidable levier d'inclusion, de dépassement de soi et de transformation sur le regard normalement à et donc je souhaite remercier chaleureusement nos 5 invités ainsi que la participation du public. Voilà. Maintenant, place au petit café.